Salut à tous, bienvenue sur IGTV. Aujourd'hui, rassurez-vous, c'est la fin. C'est la fin. Alors peut-être que ça vous fait plaisir, peut-être que ça ne nous fait pas plaisir. En tout cas, moi, j'avoue, j'ai été faible. À l'image des Primark, eh bien, voilà, j'ai été faible. Et j'ai fait encore une vidéo sur le lion de la forêt. Le fils de la forêt. Le lion, enfin, vous m'avez compris, quoi. Si vous connaissez pas le titre, à force, c'est que vous n'avez pas vu toutes les vidéos. Donc, je vous invite à aller voir la playlist. Il y en a, je sais pas, je pense qu'il y a une bonne petite quinzaine de vidéos. Il doit y avoir 12-15 vidéos. Le principe, eh bien, il restait l'épilogue. L'épilogue, je vais vous le raconter, c'est assez court. Et puis après, eh bien, on va parler, je vais vous parler en tout cas de mon ressentiment. Ressentiment, parce que c'est toujours négatif, je sais pas, de mon sentiment en tout cas, sur eh bien, le livre, avec tout ce qu'on apprend, les choses qui me paraissent cool, les choses qui me paraissent moins cool, tout simplement. On se retrouve avec le lion. Donc le lion se pose des questions. Donc bien sûr, son protectorat, eh bien, a pris de l'ampleur. Il a pris de l'ampleur. Maintenant, le fait est qu'il se pose malgré tout des questions parce qu'il ne sait pas si l'Imperium a survécu. Il est du côté sombre de la cicatrice Medictum, dans l'Imperium Nihilus. Donc il ne sait pas si l'Imperium est toujours là, s'il y a des poches de l'humanité, si l'humanité s'est fait peut-être complètement dévorer par les forces du chaos. Mais il a peur malgré tout parce qu'il a peur que l'Imperium ne le reconnaisse pas. Jusqu'à présent, il trouve des planètes isolées. À chaque fois qu'il retrouve une planète, eh bien, c'est toujours la même histoire. L'Imperium les a abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont aucune nouvelle. Les astropathes n'arrivent pas à communiquer, il n'y a aucune information. Et c'est toujours la même chose. Donc, il se pose des questions et il se dit, mais malgré tout, même si on arrive à un moment donné à reprendre contact avec l'Imperium, peut-être que des observateurs extérieurs, des défenseurs de l'Imperium vont se dire, mais qu'est-ce que fait le lion? Si, déjà, premièrement, il faut qu'ils le reconnaissent. Pourquoi croire que le lion est le lion, que le lion est bien revenu? Le lion a disparu depuis 10 000 ans. Pourquoi un individu se programmait-il le lion? Est-ce possible qu'un Primark ait survécu? Voilà, il est devant ce doute. Et puis, malgré tout, deuxièmement, si on accepte ou pas, à la limite, qu'il est le lion incarné, de quel œil va-t-on voir le fait qu'il se crée son petit empire, qu'il est en train de relier des mondes sous sa coupole, alors que le lion, lui, il se bat pour l'Imperium. Ça a toujours été clair, c'est toujours très net. Il n'a pas la volonté de remplacer l'Imperium, il veut défendre l'Imperium, mais c'est toujours la même chose au sein des 41e millénaires, c'est qu'il a bien vite compris que les intentions qu'on peut lui prêter, eh bien, dépassent forcément ce que lui-même a envie d'accomplir ou de ce qui est réellement le cas. Donc, il a cette crainte. Bon, le temps passe et à un moment donné, eh bien, arrive ce qui devait arriver. Signalospex, matérialisation, warp des vaisseaux apparaissent. Ces vaisseaux ne sont pas des vaisseaux ennemis et il y a une barge de bataille. Alors c'est un vaisseau que Lionel Johnson ne connaît pas, il n'a jamais vu, mais il reconnaît, il est très familier, il avait vu un Strike Cruiser, donc c'est la version la plus petite des Battle Barges tout simplement. Là c'est une barge de bataille, elle s'identifie, on le voit avec son héraldique, ce sont les Blood Angels, et les Blood Angels font directement référence à lui. Personne n'a annoncé qu'il était là. Pourtant, eh bien, ceux qui arrivent, les fils de Sanguinius, demandent à rencontrer le Primark, Lionel Johnson. Donc, bien évidemment, il est très heureux. Pourquoi? Parce que de tous les Space Marines, ce sont les Blood Angels qui étaient les plus proches des Dark Angels. Son frère préféré, c'était Sanguinius, l'enfant prodige, le petit chouchou de la classe. Et forcément, ça lui fait chaud au cœur de voir les anges réunis, les Dark Angels, les Blood Angels. Et malgré tout, il a ce petit moment où il se dit, mais est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont croire mon histoire? Si ce n'est pas le cas, devrais-je rentrer dans une guerre civile avec les Blood Angels? C'est un moment difficile, donc il donne l'ordre à tout le monde surtout de ne pas donner de signes d'agression. Il faut désactiver toutes les armes, tous les canons se dirigent à l'opposé, il faut vraiment donner l'impression qu'on les attend avec impatience et qu'on est très heureux de ce contact. Donc il l'attend sur le pont, les Thunderhawks arrivent, les Thunderhawks se posent comme à la parade, ils sont 3 tout simplement, et de ces Thunderhawks sortent 60 Space Marines. Alors quand il les voit, eh bien il voit toute la puissance que représentent 60 Space Marines. Lui-même, il n'a qu'une vingtaine de Space Marines à ses côtés, et il a cette force-là devant lui, il sent
la noblesse qu'il y a derrière les Blood Angels, mais il sent aussi que si jamais les dirigeants décident que Lionel Johnson doit être détruit, eh bien ça va être difficile et ça va être un combat assez difficile à gagner contre 60 Space Marines. En est-il capable? En a-t-il envie? Faudra-t-il qu'il se résolve à... qu'il mette fin à la vie des Dark Angels, enfin des Blood Angels, on verra bien. En tout cas, il y a encore quelqu'un qui descend du Thunderhawk de tête, et c'est quelqu'un qui, contrairement aux autres, a une armure complètement dorée, vraiment très ouvragée, une des pièces maîtresses qu'il n'a jamais pu voir de l'Imperium, quelque chose d'extrêmement détaillé, de doré. Il y a un réacteur dorsal, vous l'avez deviné, évidemment, Dante. Dante arrive devant lui, et en le voyant, le lion sent une rage monter au cours de lui, au fond de lui. Il s'approche et dit « Mais qui es-tu » Tous les Blood Angels, dans un même mouvement, redressent imperceptiblement leurs bolters, prêts à tirer, et le lion n'en a cure. Il s'adresse à nouveau à l'individu qui arrive et dit « Qui es-tu? Qui es-tu pour arborer ainsi le visage de mon frère ?» Dante enlève simplement son masque dans un signe d'apaisement. Il met un genou à terre. Tous les Blood Angels mettent un genou à terre et il se présente. « Je suis Dante, commandeur des Blood Angels, et je me présente à vous, Seigneur Lion. » Et le lion reconnaît à travers le visage de Dante, il reconnaît les signes de Sanguinius, ses traits. Ce qu'il voit aussi, c'est que le personnage devant lui est extrêmement vieux, extrêmement ancien. Et Dante lui dit « Je suis le commandeur depuis plus de 1000 ans. C'est moi qui commande les Blood Angels. » Et le lion s'étonne et il dit « Mais tu ne doutes pas que je sois le lion? Tu ne remets pas en cause que je sois le lion? Comment cela se fait-il » Et Dante lui répond « Monseigneur, le fait que vous ayez réagi aussi directement au visage que j'arborais sur mon masque, c'est que vous avez indubitablement reconnu de qui il s'agissait, des traits bien sûr de notre cire génétique, de notre primarque Sanguinius, le fait que vous vous insurgiez et cette prestance que vous dégagez, eh bien je peux vous assurer que quand on a vu un primarque, on ne doute pas quand on rencontre un autre primarque. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez connu un autre primarque? Il y a un autre de mes frères, et tout de suite cette pensée lui vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a un autre de mes frères qui est encore en vie? Alors Dante dit, excusez-moi monseigneur, je pensais que cette nouvelle, eh bien, vous étiez parvenu, mais Roboute Guilliman est revenu à la vie, il a déclenché la croisade d'Indomitus, avec lui, il a apporté les nouveaux Primaris, des Space Marine Primaris qui sont en gestation depuis plus de 10 000 ans, qui ont été créés en collaboration avec la volonté de l'empereur et Belisarius Cawl. Ces Space Marines nous renforcent et nous avons réussi à recréer un semblant d'impérium. Nous luttons et Roboute Guilliman est seigneur régent de l'impérium. Et là, le lion a l'impression qu'un poids lui est enlevé sur le cœur, sur les épaules, parce qu'il sait que l'impérium existe toujours et surtout, une pensée très forte, Roboute Guilliman est là, il n'est pas seul, un de ses frères est là, il n'est pas seul. Et voilà, cette fois-ci c'est la fin du roman Le Lion fils de la forêt de Mike Brooks. Donc voilà, vous avez eu l'épilogue, on a en effet Dante, on l'avait vu dès le début, on sait que dans la suite, vous avez Dante qui apporte aux Dark Angels leur primarque. Et voilà, on sait maintenant un petit peu comment ça a été fait. Alors, tous les passages qui expliquent pourquoi les Blood Angels sont au courant que le lion est revenu, eh bien, c'est des passages qui sont dans le White Dwarf. Si vous avez lu il y a 5 passages, 5 White Dwarfs différents, sur 5 mois, ça s'est étalé. Donc, ces passages, grâce à un ami viewer, eh bien, je les ai aussi. Donc, ça me donnera aussi l'occasion de vous refaire un petit peu cette histoire-là. Je pense que je vais attendre de laisser passer un petit peu les choses, parce que c'est vrai qu'on a pas mal soupé des Dark Angels. Donc, si vous aimez les Dark Angels, c'est cool, parce que vous avez eu beaucoup de Dark Angels. Si par contre, les Dark Angels, ça vous saoule, eh bien, peut-être que vous avez appris à les aimer. Ça, c'est un peu mon cas, donc tant mieux. Et puis si ça vous saoule, on va passer à autre chose un petit peu. Il y a beaucoup de choses à voir dans le 41e millénaire. Mais voilà, un jour, je mets ça dans les trucs à faire. On verra un jour, je pense que ce sera fait. En tout cas, eh bien, on arrive à quoi? On arrive au débrief de ce bouquin. Moi, c'était un bouquin qu'on m'avait conseillé. Encore une fois, je suis désolé, je ne peux pas retenir. Il faudrait que je le note, mais c'est compliqué. Vous étiez plusieurs à me conseiller de lire ce bouquin, justement, en disant « Lis le bouquin, il est vraiment super sympa. » Donc, écoutez, les gars, ça a donné cette série de vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos, 12, 14, 15, peu importe. Cette saga de l'été, hein, j'ai appelé ça comme ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne expérience que j'ai fait sur la chaîne. C'est une très bonne expérience de lire ce livre. Je n'avais pas lu de
de bouquin de Mike Brooks, mais je trouve que le livre est assez bien écrit. Alors, tout le côté arthurien, encore une fois, je laisse de côté, vous me l'avez mis beaucoup en commentaire. Faudrait que j'aille lire quelque chose, mais si quelqu'un a un lien vers une page, ou alors peut-être que je peux faire l'effort moi-même d'aller chercher sur Wikipédia, mais un petit peu comme à chaque fois, parce que c'est vrai que des fois on me dit est-ce que tu fais machin, et souvent tu dis attends, mais il suffit de taper sur Google, donc oui, peut-être que je pourrais le faire, mais ça serait sympa d'un petit lien, parce qu'on est tous feignants un petit peu quelque part, et un petit lien qui m'emmène vers une petite lecture facile sur le mythe arthurien. Allez, je suis preneur. Donc voilà, ce roman dans sa globalité, je le trouve assez bien construit, avec d'abord bien sûr le passage de l'éveil, donc la présentation du lion, son nouvel environnement, sa prise de connaissance. Alors j'ai vraiment bien aimé le début où il y avait cette conscience, où en plus j'avais essayé, alors au début je pensais vraiment que je pourrais vous faire tout le roman comme si on était nous-mêmes le lion, donc c'est pour ça que je disais nous, etc. Pas mal de gens m'ont dit est-ce que c'était une volonté de l'auteur de parler comme ça en disant nous? Non, c'était moi, c'était ma touche personnelle, de vous incorporer et de faire comme si on était le lion. Après j'ai délaissé vers le 15e chapitre cette façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que c'était assez difficile de s'exprimer de cette façon-là, et comme j'essayais de vraiment me forcer à rentrer dans un moule pour que ça corresponde, eh bien je perdais un petit peu la spontanéité et l'essence même de ce que je voulais dire, parce que j'accordais un peu trop d'importance à la forme plutôt qu'au fond. Et au final, je pense que c'est le fond le plus important, et je pense que la suite de ces vidéos, alors peut-être vous avez préféré les 15 premiers chapitres, peut-être que vous préférez les 15 chapitres qui ont suivi. En tout cas, moi je me sens plus à l'aise dans les 15 chapitres qui ont suivi, donc au final, ben voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est ma façon de travailler, au lieu de galérer entre guillemets sur chaque chapitre pour essayer de le présenter avec un jeu d'acteur, etc. Là où je me sentais pas forcément à l'aise, forcément à ma place. Le faire de la façon dont je vous le fais maintenant, là par contre je me sens vraiment à place, je me sens bien, je me sens en phase avec ce que je produis, et puis voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Alors je peux pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, mais ce qui est compliqué, c'est de toute façon on n'arrivera pas à plaire à tout le monde, mais si en plus on essaie de jouer un rôle, eh ben c'est encore plus compliqué, parce que ça va se sentir. Donc je préfère que vous aimiez ce que je fais parce que vous aimez ce que je fais, tout simplement. C'est évident. Bon, donc toujours est-il que la construction de ce livre, moi je l'ai trouvé vraiment sympathique. La présentation du lion avec son éveil, le fait que au fur et à mesure il prenne conscience de lui-même, c'était vraiment pas mal. Alors l'équipement avec l'épée qu'il trouve en tendant le bras et puis il récupère l'épée, bon allez, soit ça passe. Je me suis dit en fait, qu'est-ce qui serait plus emblématique au final? Qu'il trouve d'abord l'épée ou qu'il trouve d'abord le bouclier? Je me suis dit, l'épée c'est plus emblématique. C'est-à-dire quand vous avez une récompense, c'est plutôt l'épée. Après, on peut dire aussi l'épée, c'est plutôt de l'action, alors que le bouclier de la protection, et au finalement, l'action, ça vient de nous-mêmes, donc c'est logique que l'épée soit là en premier. Bon, après, ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que décrire des combats, c'est quand même beaucoup plus facile si le gars il a une super épée, super artefact, plutôt que s'il est tout le temps en train de se protéger avec son bouclier. Ce serait, à mon avis, un peu trop passif. Mais je pense qu'au-delà de ça, en vraiment prenant du recul, il peut y avoir cette notion de le bouclier, c'est une protection, quelque chose qui vient, en plus, qui est au-delà de nous-mêmes, qui n'est pas notre propre force, qui est la force de l'empereur qui est prêtée à Lionel Johnson. Donc, ça passe. Voilà, après il le récupère à la fin, après son combat. Il aurait pu peut-être le récupérer avant, mais peut-être que justement, c'est pour préparer tout ça dans cette optique que c'est simplement un élément de les arches fatidiques, et que justement, tout ce combat-là l'a mené aux actions qui auront lieu ou qui ont eu lieu dans les arches fatidiques. Encore une fois, je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, un élément qui est vraiment hyper important, c'est l'attachement au personnage du lion. Je trouve qu'il est super réussi par rapport à tout ce que j'avais lu sur le lion, le personnage froid, calculateur. Là, le fait de l'avoir fait vieillir, eh bien, ça le rend plus humain. Ça reste un Primarque, mais ça le rend plus humain. Il a vieilli comme tout à chacun on peut vieillir. Il a ses faiblesses aussi. Moi, j'ai bien aimé le passage où il pense qu'en fait, une sombre magie est à l'œuvre et ça paralyse ses gestes. Et il dit à un sorcier, quelle est cette magie qui me rend un peu moins rapide, etc. Et l'autre lui dit, mais non, mais tu es simplement vieux. Et en fait, la réalité, elle est là. C'est que oui, il a vieilli, donc il n'est plus au sommet de sa forme. Ça reste malgré tout un Primarque, un être incroyablement puissant, mais il sent le passage des années. Donc ça, c'était un passage qui était assez émouvant, qui le rend vraiment attachant comme personnage. Le fait qu'il cherche... Alors, il ne cherche pas tant le pardon. Ça, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que le lion cherche le pardon? Pas vraiment, parce que quand on cherche le pardon, c'est qu'on a commis des actions qu'on n'aurait pas dû
qu'on n'aurait pas dû commettre. Et en fait, je pense que le lion regrette que ce soit passé ainsi. Peut-être qu'il regrette d'avoir jugé un peu trop promptement en fait ses fils, mais malgré tout, il a eu raison d'attaquer Caliban. Et encore une fois, dans ce roman, on a aussi le passage qui nous dit que Caliban n'aurait pas dû être détruite comme elle a été. Parce que longtemps, on a cru que c'était le lion qui avait voulu détruire toute trace de corruption en détruisant la planète. Mais là, on a l'information du lion lui-même qui dit qu'il s'étonne de la destruction qui a été causée et que sans doute il devait y avoir un lien avec tout ça. Donc le lien, après on le connaît, Caliban c'est pas n'importe quelle planète, c'est une planète qui a un très fort lien avec le Warp. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite encore une fois à aller regarder Les Arches Fatidiques, tome 5 sur le lion. Donc on a ce côté aussi, il est en recherche de ses fils. Alors, bien sûr, pour se faire une Dream Team, hein, bien sûr, ça c'est le côté sympathique, mais surtout, ça permet de faire la transition vers les déchus. Ça c'est très important, ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Là, en tout cas, si on reste sur le lion, j'aime beaucoup le côté plus réfléchi qu'il a eu avec l'âge. C'est assez amusant parce que finalement, c'est ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Quand on est plus jeune, souvent, on est moins réfléchi, on va agir un peu plus bêtement, on va être plus dans l'action plutôt que la réflexion. Et le lion, qui était la personnification de l'action, une tâche précise, eh bien, il a acquis maintenant un petit peu de recul. On le voit avec Sérafax, à un moment donné, où Sérafax lui dit « Vous avez bien changé, monseigneur. À une époque, vous auriez considéré la mort de 20 Space Marines comme un prix très facilement payable. Là, maintenant, vous réfléchissez et vous voulez les sauver. » Et c'est vrai que le lion avait à cœur de sauver en fait ses fils. Et il s'est dit, il y a peut-être une autre voie que simplement l'action rapide. Donc, il a réfléchi. Ça, c'est quelque chose de vraiment assez intéressant. Après, il y a aussi toute cette phase, à mon avis, qui est importante quand il est dans cet endroit où il rencontre en fait tous ses frères, mettre toutes ses peurs, ils ne connaîtront pas la peur, mais ils ont ces peurs malgré tout, toutes ces peurs face à lui en fait. Est-ce qu'un jour il va devenir tel qu'Horus? Est-ce qu'il aurait pu sauver Sanguinius? Est-ce que le combat contre Kurz, il aurait pu le mener à bien? Des tas de choses comme ça par rapport à Rogaldorn. Pourquoi c'est lui qui a été mis si loin? Est-ce que s'il avait été plus rapide, il aurait pu, comme le Khan, il aurait pu venir aider son père, aider l'Imperium, peut-être sauver ses frères? Donc tout ça, c'est des questions auquel il doit faire face et en fait il apporte lui-même ses réponses. Il sait que les choses sont telles quelles. Au final, je pense que la chose finale à retenir, c'est le passé. Le passé, peu importe, ce qui compte maintenant, c'est le présent. Il ne peut plus agir sur le passé. Par contre, il peut agir sur le présent et il doit sauver l'œuvre de son père. En tout cas, c'est sa vocation. Il n'a pas l'envie de créer autre chose. Il a l'envie de préserver la vision de l'Imperium qu'a eu l'empereur. Et c'est ce à quoi il va se borner, entre guillemets, pour l'instant. En tout cas, de tout ce que j'ai lu, même avec les Arches Fatidiques, on est resté sur ce domaine-là. Avec la V10, il n'y a pas eu d'informations en plus, donc pour l'instant, hormis des romans que je ne connaîtrais pas, peut-être que vous avez peut-être lu, on en est resté à cette étape-là. Donc le lion recherche à retrouver sa légion, il va la retrouver, la reformer avec les déchus d'un côté, les Dark Angel et ainsi de suite, mais toujours est-il qu'il doit faire un tout unique pour protéger l'Imperium. Il n'a pas vocation à créer un Imperium Tertiarus ou autre chose, et le protectorat, c'est juste un ensemble de commandements, une chaîne de commandements, il faut le voir vraiment comme ça, soumis à l'Imperium, et nul doute que s'il rencontre d'autres personnages. Alors, c'est vrai que la question qui est là, c'est vraiment le moment où il va rencontrer Roboute Guilliman. Toujours est-il qu'on est resté vraiment à un moment très charnière en fait dans l'univers de Warhammer 40 000. Je ne vais pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas vu encore une fois Arches Fatidiques tome 5. Il se passe des trucs de malade, trucs de fou. Qu'est-ce qui va se passer après? Je pensais qu'on aurait un petit peu des éléments dans la V10, mais non, parce qu'on nous vend du Léviathan, donc c'est la menace tyrannide. Il y a quand même un petit moment où Roboute Guilliman, il va s'occuper soit de ce qui s'est passé dans les Arches Fatidiques, soit du retour du lion, ou soit de Léviathan, mais il faut qu'il bouge ses fesses un petit peu là, le petit papa. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le choix de Games Workshop sur ce qui va être traité en premier? Je pense qu'on est dans la veine Léviathan, donc je pense qu'il va y avoir une campagne Léviathan qui va sortir. Est-ce que à ce moment-là, on va avoir le lion qui va interférer? Pourquoi pas, et qu'après on aura Vashtor qui va revenir en troisième lame, enfin... Je ne sais pas comment ça va s'imbriquer, bon on le saura, tout simplement il suffit d'attendre. Voilà, donc ça c'est pour le personnage du lion que je trouve vraiment assez riche et avec beaucoup de profondeur, et merci à tous ceux qui m'ont conseillé de le lire. Sur
L'autre chose maintenant qui est hyper importante de ce bouquin, c'est les déchus. En fait, on a toute l'explication là, dans ce bouquin-là, mais bon, c'est une bible presque, pour tous ceux qui s'intéressaient aux déchus. Moi, j'ai vécu les déchus depuis 20 ans, que je joue à 40 000, et là, j'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur eux, en fait, parce que je me suis posé la question, j'ai parlé pour moi, depuis des années sur quel est leur rôle. Est-ce qu'ils ont vraiment trahi l'Imperium? Oui, ça a l'air quand même, alors que là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On avait des questions sur, eh bien, comment ils peuvent s'approvisionner, ces petits déchus, et qu'est-ce qu'ils font, en fait, tout seuls, et comment ça marche. Et ce livre-là, eh bien, il répond à beaucoup de questions sur l'approvisionnement en munitions, aussi simplement que ça. Comment ils font pour se fondre dans la population? Est-ce qu'ils se cachent toujours des Dark Angels? Est-ce qu'ils peuvent lutter contre eux? Qu'est-ce qu'ils pensent aussi des Dark Angels? Ça, c'est très intéressant. Et surtout, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de... Alors, j'allais dire qu'il n'y a pas de réponse. Mais oui, c'est le cas parce que chaque réponse est assujettie aux déchus qui la donnent, en fait. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est la vie qu'on connaît tous. C'est-à-dire que, eh bien, chacun son opinion. Et c'est le cas dans les déchus. On ne peut pas dire, les déchus, on les met dans une case. C'est un peu ce qui avait été le cas, hein, avec... alors, je sais plus où... J'ai lu beaucoup de choses, donc je sais plus où j'ai vu ça. Mais l'idée que la force des déchus se rassemblait, tous sous la bannière de... Je sais plus comment il s'appelle, le grand traître des Dark Angels. Voilà, j'ai oublié. Luther, voilà. Sous la bannière de Luther, une grande force de déchus, comme jamais on avait vu auparavant, qui se rassemblent. Mais est-ce que les 20 qu'a trouvé le lion sont peut-être les seuls uniques encore loyaux? Est-ce que tous les déchus sont passés du côté du chaos? Est-ce que tous en veulent à leur père ou pas? C'est vraiment très intéressant, et en tout cas, toutes les informations qu'on a eues là-dessus, ça a enrichi vraiment les déchus. Alors maintenant, dans le prochain Codex Chaos, peut se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir avoir des déchus? Alors je pense que, très honnêtement, là, au final, tous les déchus, alors peut-être pas Serafax, et encore, il avait volonté de... Peut-être qu'il aurait pu être, je sais pas, raisonné par le lion, ou pas, je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que même Baelor est repassé du côté... Au final, j'allais dire, est repassé du côté de l'Imperium, mais il n'a jamais quitté le Légion de l'Imperium. C'est, à un moment donné, il a consenti à des sacrifices, des choses qui n'étaient pas réglo, joli, propre, pour le bien de l'Imperium. Il a toujours eu à cœur le bien de l'Imperium. Ça, c'est certain. Serafax, a priori, oui. Maintenant, dans les faits, sur la fin, bon, sur la fin, non, plus du tout, mais peut-être que, voilà, à un moment donné, il s'est perdu et que il n'a pas pu lutter, franchement, contre Zinj, qui avait le pouvoir sur lui. Donc ça, voilà, forcément. Mais en tout cas, la plupart des déchus, enfin tous les déchus en Serafax quasiment, qu'on a eu là, et encore on peut se poser la question, étaient du côté loyaliste, on va dire. Donc est-ce que ça va être le cas aussi? Je sais pas, peut-être on peut imaginer... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des pistes qui ne sont pas réutilisées. Vous voyez, celui qui n'enlève jamais son casque, qu'est-ce à penser de lui? Pour l'instant, elle suit le lion, oui, mais alors jusqu'à quand, etc. Alors, c'est vrai que sur la fin, je m'étais pris à fantasmer sur le fait qu'une part de Serafax pourrait être dans le lion, et qu'au final, le lion qu'on connaissait dans, encore une fois, les chapitres suivants, à savoir les arches fatidiques, n'était pas vraiment le lion, mais une incarnation du lion contrôlée par Serafax. Bon, je pense que là, c'était un peu trop big. Je pense qu'ils n'ont pas eu les... Mais, en fait, je vais dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aller sur des trucs aussi incroyables comme ça. Dire que Marnus Calgar n'est pas Marnus Calgar, par exemple, ça pourrait être assez sympathique. Ouais. Mais en tout cas, bon, ils n'ont pas été jusque-là. Alors après, est-ce qu'un jour, mais je n'y crois pas, parce que je pense qu'il y aurait eu un petit passage sur la fin, peut-être que par exemple, vous voyez, ils se regardent dans un miroir et puis ils voient un autre visage, un truc cousu de fil blanc, un peu en mode « Eh mec, en fait, Serafax, il est encore là. T'as compris ou pas? Non? T'as pas compris? Si, bah écoute, regarde. » Donc, comme ce n'est pas là, je pense que, bon voilà, ce passage-là, on l'oublie, mais en tout cas, c'était quelque chose d'assez séduisant, et on peut se prêter à imaginer ces choses-là. Après même, et je vais terminer sur une grande inversion, un truc pété. En fait, on peut imaginer que Roboute Guilliman est revenu à la vie de par les machinations des Eldari et de Belisarius Cawl, mais les Eldari. Et peut-être que une part des Eldari a pris le contrôle de Roboute Guilliman, ou qu'en tout cas, il n'est plus tel qu'il était. Bon, après, ils sont plus
tous forcément tels qu'ils étaient, mais peut-être que justement on peut imaginer que Roboute Guilliman en fait il bosse un peu pour les Xénos. On peut imaginer aussi que le Lion il bosse un peu pour Serafax. On peut imaginer aussi que Russ revient de l'œil de la terreur, mais peut-être qu'il est possédé par une entité, etc., etc. Et on peut imaginer qu'à l'inverse, Magnus change de rôle et qu'au final, tout ce qu'il a fait, c'était pour donner à l'Imperium la chance de contrôler le Warp. Vous voyez? Et on peut aller vers Fulgrim, peut-être, qui prend conscience que... alors, a priori, Fulgrim est possédé, mais peut-être que quelque chose... Justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que s'il est possédé, on peut le déposséder. Vous voyez? Donc, on peut réécrire les choses. Fulgrim peut revenir lui-même. Et on peut aller vers... alors, je pense que c'est dans 50 ans, peut-être, hein, je ne serai plus là. Mais voilà, si un jour quelqu'un voit cette vidéo, si YouTube existe encore à l'époque, si on a encore des... bon, ok. Peut-être qu'il y a eu une inversion et tous ces primarques loyalistes qui sont revenus, au final, agissent pour le mal. Et tous ceux qui étaient du côté du mal, passent de l'autre côté. Et qu'on finit avec une inversion comme ça des choses. Alors oui, là, ouais, c'était le délire. Mais je voulais terminer sur un truc un petit peu délirant. Voilà. Bon, parce que, quoi qu'il arrive, la conclusion, elle va être là. Faites-vous plaisir avec le lore de Warhammer 40 000. Moi, c'est ce que j'ai essayé de vous apporter dans cette vidéo. C'est non seulement retraduire aussi fidèlement que je pouvais, du mieux que je pouvais, ce que vous avez dans ce roman-là, mais aussi extrapoler et se faire plaisir à se raconter des histoires, parce que pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes quand on partage quelque chose, c'est aussi d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu arriver, ou qu'est-ce que tu en penses, et en discuter avec vous, et comme bah voilà, j'ai pu le partager avec des milliers de personnes sur Internet grâce à YouTube, donc c'était super cool. Voilà. Merci à vous tous pour cette grande saga de l'été, j'espère que ça vous a vraiment plu. Je le referai sans doute pour l'été prochain. Maintenant, faire que des vidéos fluff à chaque fois sur des romans, je trouve que c'est quand même beaucoup de travail soutenu sur du long terme, et c'est bien d'intercaler d'autres trucs. Maintenant, si ça dure trop longtemps, je pense que voilà, ça dure un petit peu trop longtemps. Peut-être même déjà que vous trouvez que la vidéo est trop longue, vous êtes déjà parti, mais très bien, bonne soirée, merci. Mais voilà, je pense que je vais essayer de le refaire, mais peut-être qu'une fois par an, ou alors à moins qu'il y ait un roman qui puisse se synthétiser peut-être en 3 vidéos, 4 vidéos maximum, pour que ça dure sur un mois, peut-être. J'avais pensé à Siaf Asken, là j'ai revu Siaf Asken, c'est un personnage qui est vraiment intéressant, dont j'ai envie de vous parler, parce qu'il apporte une vision totalement différente de l'Imperium et de ce que peut être comment ça s'appelle, un képi, j'ai oublié, je vais dire colonel, mais c'est pas colonel, un commissaire de l'Imperium. Il est tellement loin de l'image qu'on a du commissaire de l'Imperium, voilà. En tout cas, si ça vous a plu, encore une fois, il y a plein de façons de me dire merci. Merci en commentaire, ça c'est super. Merci avec un petit coup de Tipeee, ça c'est super, ça me permet de continuer. Merci en commandant sur MyWePlace, etc. Les autres liens d'affiliation, Philibert, Amazon, tout ça. Allez voir les pseudos partenaires aussi. Vous avez aussi Torek, mon petit laser, Artel, Conquest, si jamais il y a des gens qui voulaient Conquest ici, et ainsi de suite. Bon voilà, c'était la page de publicité de la fin, parce que j'ai du mal à quitter cette vidéo, mais je me dis aussi que quand je vais quitter cette vidéo, ça va être la fin de cet arc sur le lion, et que moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez pris aussi du plaisir. Si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous êtes un vrai, un absou. Allez, à bientôt. Salut à tous.